Donc bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours fait, la RNTV à la rencontre de la jeunesse, la RNTV à la rencontre des jeunes engagés pour le développement communautaire, pour le développement du Sénégal, pour le développement de l'Afrique d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes. Sans plus tarder, nous allons les tendre notre micro de la révolution numérique du Sénégal. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, c'est Yankoba. On vous remercie de votre présence et de votre détermination que vous avez vis-à-vis les jeunes entrepreneurs, vis-à-vis les jeunes Sénégalais. Merci. Merci beaucoup monsieur. Et quel était l'objectif de votre venue aujourd'hui ici? En fait, c'est une très bonne question d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on avait organisé, la DIA avait organisé une rencontre pour les jeunes qui ont la passion, les jeunes qui veulent développer le Sénégal, mais plus particulièrement l'Afrique. Donc pour laquelle on a organisé cette rencontre avec le monsieur Karel, qui est un monsieur qui connaît bien l'Afrique, un Belge, mais aussi qui bat pour l'Afrique de demain. C'était une rencontre que tout le monde et tous les participants ont essayé, quoi. Et j'espère qu'ils ont bien appris aujourd'hui et c'est ça notre objectif. Voilà, notre objectif c'est comment faire pour développer l'Afrique, mais pas comment aider les Africains, mais comment apprendre à développer les Africains, surtout les jeunes Africains. Voilà, raison pour laquelle l'entreprise Dabar Industrie and Accessory, avec ses partenaires MT Agency, ont organisé cette rencontre. Et j'espère que d'ici peu de temps, on va encore organiser d'autres rencontres plus efficaces et plus dynamiques que cet événement. Le thème d'aujourd'hui, c'était comment internationaliser les PME sénégalais, mais plus particulièrement les PME africains. Donc, on a appris comment faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour plus avoir des partenaires internationaux. Donc, c'était le but de cette rencontre. Oui, voilà, c'est ça. Et j'espère qu'on a beaucoup appris aujourd'hui sur ce domaine. Merci beaucoup, M. Karel, encore une fois. Et merci beaucoup pour tous les participants. Mais merci beaucoup, RNTV. Donc, d'abord, Industrie and Accessory, c'est une société qui évolue dans plusieurs domaines d'activité, tels que la chaudronnerie, tuyauterie industrielle, mais surtout automatiser et digitaliser les secteurs tertiaires, secondaires, mais surtout réaliser des machines, outils pour qu'on puisse permettre tous les Africains d'avoir l'accès à ces matériaux qui sont des fois importés depuis l'Europe. Donc pourquoi pas nous les jeunes Africains réaliser nos propres machines et utiliser nos propres machines pour transformer nos produits, nos matières premières au lieu d'attendre les Occidentaux. Ok, je vous remercie. Un marché, le plus grand marché libre du monde. 25% de la population mondiale habite bientôt ici au Sénégal. Donc c'est le plus grand marché libre qu'on peut s'imaginer. Donc c'est énorme pour l'Afrique. Le futur de l'Afrique, c'est la transformation structurelle de l'Afrique, ancrée autour de l'industrialisation. Aussi, une dame sénégalaise du Kenya a dit voilà, on ne fabrique pas assez en Afrique, qu'elle a dit. On ne fabrique pas assez, il faut commencer à fabriquer des choses. Il faut transformer les matières premières nous-mêmes. Naturellement, comment est-ce que j'arrive à transformer ces matières premières locales de l'Afrique? Et le produit final doit être un produit concurrentiel. C'est ça qui est important, hein, qui peut se vendre partout au monde. Ça doit être un produit avancé en fait. Il faut passer à une industrialisation avancée. Et puis, monsieur, oh oui, je vais quand même montrer celui-là. Le dernier, le président du Ghana, qui, il y a 2 ans, était en visite officielle. Vous connaissez? Donc, réception officielle par la présidente de la Suisse. Vous savez. Bon, donc, elle a commencé par dire voilà ce que la Suisse a fait pour l'Afrique, pour le Ghana. Elle a fait, regarde ce qu'on a fait. Et enfin, c'est quand même formidable. Il y a personne qui sait ça. Cette relation entre la Suisse et le Ghana, c'est vraiment formidable. Parce que chaque enfant en Suisse
à 2 pièces de monnaie. Une pièce de monnaie en or et une pièce de monnaie en chocolat. 2 produits ghanaiens, qu'elle dit. C'est quand même formidable, qu'elle dit. On vous achète vos grains de cacao et on vous achète l'or et tout le monde bénéficie. Lui, il a répondu. Donc il a beaucoup remercié la Suisse pour tout ce que la Suisse a fait, mais à un moment donné, il a quand même dit néanmoins qu'il a dit. Ce que j'entends de vos autorités tout le temps, hein, empêcher l'émergence des idéologues extrêmes. Attention, parce que j'étais confronté à ça. En fait, oui, qu'est-ce que je suis, hein, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. J'ai travaillé pendant 40 ans pour Hewlett Packard à l'international. Pour HP, j'ai fait le tour du monde. Donc, ces 10 dernières années chez HP, j'ai surtout fait connaissance. Donc, c'était les années 90, 89, 88, 98. J'ai fait connaissance avec le Vietnam, avec le Taïwan, avec la Corée du Sud, avec tout, avec j'ai vu ce qui se passe là, en Chine, etc. Puis je suis revenu par après en Belgique. Je travaille pour la Fédération des entreprises. Donc, en fait, l'équivalent du Conseil national du patronat ici. Donc, la Fédération fêtière où j'étais monsieur TIC à l'époque. J'ai aussi été chef de cabinet de notre ministre de TIC à la fin. Et puis c'était la retraite. Et puis il y a la Commission européenne qui vient me voir, qui me dit j'avais jamais mis les pieds en Afrique. Jusqu'à 2006, j'avais jamais mis les pieds en Afrique. J'ai fait le tour du monde, mais jamais l'Afrique. Et il y a la Commission européenne qui vient me voir, voilà, monsieur Carrel, vous nommez monsieur TIC Europe. Vous êtes monsieur Informatique Europe. Et on va organiser une grande conférence à Dakar, au Méridien, qui me fait maintenant. Et vous allez leur dire, j'exagère maintenant, vous allez dire à ce pauvre malheureux comment mettre le premier pas dans l'informatique. J'exagère, attention. Mais en fait, c'était quand même sous-entendu ça. Moi, je n'ai jamais été ici. Avant de prononcer mon discours devant M. Wade et autres ministres de la sous-région, je prends quand même la précaution et je vois, est-ce qu'il y a une université ici? Moi aussi, j'avais en tête, et comme toujours aujourd'hui, partout en Europe, il n'y a pas d'université ici. Hein. Ça n'existait pas ici. On est maintenant 15 ans plus tard, mais toujours aujourd'hui, il n'y a pas d'université ici. J'arrive là, un campus, 90 000 étudiants, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a éventuellement le département d'informatique? Ah oui, monsieur, notre centre de calcul là-bas. J'arrive là, je prends les mêmes couches de chez nous. Exactement les mêmes. De Microsoft, de réseau, mais exactement les mêmes. J'ai fait connaissance avec les profs, avec un doctorat de Montpellier, de Lyon, de Montréal, qui en savait plus que moi. Qu'est-ce que moi je viens faire ici? C'est comme ça. Donc, j'ai changé mon idée sur l'Afrique directement, comme ça, en un coup. Mais ça les intéressait, en eux. Tiens, il y a ici un monsieur qui vient d'abord s'informer, voir ce qui se passe, avant de dire ce qu'il faut faire. Ça nous intéresse, monsieur. Vous avez passé pas mal de temps en Corée du Sud, oui, en Chine, oui, au Vietnam, oui. Est-ce que venez nous dire comment ils ont fait, eux? Je ne suis pas consultant, je ne suis pas professeur, mais ça m'intéresse quand même de revenir et de vous demander à vous comment vous pensez développer l'Afrique. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu plusieurs fois et j'ai fait connaissance avec pas mal de gens. J'ai interrogé les jeunes, donc toujours la Master 2 ou les profs aussi. J'ai commencé à reconnaître les gens. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, vous avez passé, la dernière fois quand je suis venu, vous êtes intervenu plusieurs fois. Et je me rappelle que vous avez un Master 2 en génie électromécanique. On est maintenant mardi après-midi. Qu'est-ce que vous faites ici l'après-midi? Je suis au chômage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un stage en Belgique? C'est ce qu'il a demandé. Non, monsieur, je viens du patronat. Les patrons n'aiment pas les stages. Mais ce que je vais, maintenant j'ai fait connaissance avec vous ici. Ce que je vais, c'est avec mes antécédents dans le patronat en Belgique. Je connais beaucoup d'entreprises. Je vais leur parler de ce que j'ai vu maintenant, cette autre idée, cette Afrique qui est différente de l'Afrique qu'on s'imagine. Hein. Je vais leur dire ça, je vais leur dire, et je vais les inciter, et je trouverai certainement plusieurs entreprises qui vont vous embaucher pendant 1 an, donc un permis de travail pendant 1 an, être rémunéré aussi, mais après 1 an, il faut retourner. C'est ce que j'ai fait, en fait. Fatou est une des personnes qui l'ont.
j'ai, avec beaucoup de peine, en travaillant 10 ans, j'ai trouvé 12 entreprises qui ont fait ça. Personne d'autre. Aujourd'hui encore, je sais encore, non Carole, ça ne m'intéresse pas l'Afrique. Il n'y a rien là-bas. L'Afrique n'est pas stable. L'Afrique ne sera jamais stable, etc. Cette idée préconçue est fort, très fort. C'est un handicap énorme pour nous et pour l'Afrique. C'est pour les deux, hein, un handicap. Cette idée préconçue est un handicap énorme pour nous et pour vous. Pour les deux. Pour les partenariats, en fait. C'est bien ça. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Parce que, je dis aussi pour nous, parce que c'est à notre avantage qu'il y a ici un marché important qui sera créé pour certains de nos produits. Nous autres, on doit créer des idées novateurs, des produits novateurs que vous voulez acheter. Maintenant, le produit, quand même, attention, on est entré dans une période de la modernité, l'économie est devenue internationalisée. Rien à faire. Le produit doit être compétitif. Le produit moderne, que ce soit un produit touchable ou un service, ça doit être quelque chose de très moderne, très avancé, pour que ça puisse se vendre au niveau mondial. Attention, pas toutes les PME, pas toutes les start-up africaines doivent être en mesure. Mais il faut un certain nombre. J'avance comme ça, 5% ou 10% des PME africaines devraient être en mesure de fabriquer un produit qui peut se vendre à l'international. C'est ça. Pas toutes. Mais c'est eux qui vont créer, c'est 10% de vos PME qui vont créer un pouvoir, qui vont embaucher les gens dans le formel, qui vont créer un pouvoir d'achat pour les autres PME, pour les autres startups. Mais le produit actuel est quelque chose de très complexe. Vraiment. Ça commence par l'idée, le développement, la production, la localisation, le marketing, la vente, la numérisation, la logistique, etc. C'est quelque chose de chaîne de valeur très complexe. Très complexe. Et ce qu'il y a aussi. Aujourd'hui, aucune entreprise au niveau international maîtrise la chaîne complète. À mon époque chez HP, on faisait tout. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'usine de Hewlett-Packard en Allemagne, et on avait tout. R&D, développement, fabrication, manufacture, distribution, toute la chaîne. Aujourd'hui, personne. Apple dépend aussi de ses concurrents, des fournisseurs, des sous-contractants, des partenaires, Musk aussi dépend des autres. Microsoft dépend des autres, de toute la chaîne. Mais voilà une opportunité qui se présente. En fait, le produit moderne est peut-être trop complexe pour être fabriqué complètement aujourd'hui en Afrique. Peut-être, attention. Mais pourquoi pas, c'est une recommandation que je fais, pourquoi pas vous spécialiser dans un des maillons. Dans un des maillons, dans la chaîne. Et c'est là, dans ce maillon-là, que vous allez apprendre ce que c'est les standards nécessaires de qualité en international, etc., l'innovation, etc. C'est là que... Donc il ne faut pas chercher de maîtriser complètement la chaîne complète. Les pays africains ont la possibilité, je propose, je suggère de brûler plusieurs étapes, s'intégrer directement d'une chaîne de valeur sans attendre que tous les maillons soient en place. Et c'est là qu'on va apprendre vraiment le métier de la modernité, de la complexité aussi. Dans une première phase, oui, il y a des chances, malheureusement, que la chaîne sera dirigée par un étranger. Mais après qu'on a appris le métier complètement, peut-être, ou non, pas peut-être, je suis certain qu'il y a aussi un entrepreneur africain qui va avoir son idée et que c'est lui qui va chercher des partenaires partout au monde pour créer sa chaîne à lui, avec la plus grande valeur rajoutée qui sera créée ici à ce moment-là en Afrique. Donc apprendre le métier dans une chaîne, comme maillon, pour devenir par après, ou bien on reste comme ça, peut-être que ça suffit. Hein. Ou bien avec quelques personnes qui vraiment disent non, moi j'ai eu maintenant, et moi j'ai fait chercher des partenaires partout au monde pour mon produit très complexe
qui peut se vendre en international. Donc dans une seconde phase, cette chaîne pourrait être dominée par des maillons africains. Dans une première phase, comme maillon, les besoins en financement sont assez limités. Dans cette deuxième phase, le projet devient quelque chose, ça s'appelle bancable, on trouvera le financement aussi. À ce moment-là, ah tiens, vous avez fait ça, vous avez travaillé dans cette chaîne-là, vous connaissez le métier, mais à ce moment-là, le monde financier est prêt à sauter ici. Vous êtes en train de créer votre chaîne à vous avec des partenaires qui s'y connaissent aussi. En international, on saute. Alors, ce que votre autorité pense, et puis ça, ceci est mon expérience maintenant. Ça, c'est mon expérience personnelle. Alors, la complexité aujourd'hui, la situation multi-problèmes aujourd'hui. Donc, vos autorités veulent, en Afrique, transformer beaucoup plus de matières premières locales. Au lieu de les exporter, et nous créons des valeurs, nous créons des emplois chez nous. Ou les Chinois créent des emplois chez eux. Ou les Sud-Coréens créent des emplois chez eux. Donc, ici. Autre raison, le climat. Les chaînes sont trop longues aujourd'hui. Donc, les matières premières africaines sont transportées, émissions CO2 en Chine, produits semi-finis sont transportés en Europe, sauf on fabrique un produit fini qui est de nouveau transporté ici. Des kilomètres et des kilomètres d'émissions de CO2. Il faut des chaînes plus courtes. Transformer localement et vendre localement aussi en Afrique ou dans. Sécurité d'approvisionnement aussi. Quand la chaîne est longue, intuition peut pas. Mais puis c'est aussi à nous maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de produits qui seront fabriqués au lieu d'être fabriqués en Chine, finalisés en Chine ou en Europe. C'est à nous autres en Chine et en Europe d'inventer de nouveaux produits plus recyclables. Hein? Quand on est tellement meilleur que vous autres, eh bien, c'est à nous maintenant d'inventer des produits recyclables. On prétend toujours qu'on est meilleur que vous autres, qu'on est plus innovateur que vous autres. Eh bien, on a le moment, vous fabriquez des produits normaux, compétitifs, en international, en grande masse, créez massivement des emplois. Et bien, c'est à ce moment-là, à nous, d'être créatifs, et faire mieux encore, oui, faire mieux, montrer qu'on sait faire mieux, en produisant des produits recyclables. Novateurs, qui vont aussi protéger le climat. Et puis aussi une raison importante, géopolitique. C'est nous. Donc ça, je n'ai pas montré l'année passée, donc parce que c'est récent. Hein. Il faut, partout au monde, on doit devenir indépendant de l'usine du monde chinoise. Partout au monde, on a tout avantage de devenir indépendant. Et certainement nous autres, les Européens, mais aussi vous autres, pour devenir indépendants des ressources énergétiques russes, du gaz russe. Là, on va revenir sur les énergies renouvelables africaines. Ça, c'est vos deux atouts, c'est votre jeunesse. Et puis, il y a des énergies, pas le gaz, ici, pas le gaz. Énergie renouvelable, c'est ça. Et voilà. 37% du soleil mondial est ici. 37%. L'Afrique a la possibilité de fabriquer 37% des énergies renouvelables, fabriquer l'hydrogène vert, parce que le mot-clé est l'hydrogène vert. Ça, c'est le futur. L'hydrogène vert. 37% du potentiel technique pour fabriquer l'hydrogène vert est ici en Afrique, ou bien avec le soleil, ou bien à ça. Donc Congo, c'est belge. Là, il y a la cascade de Denga, le fleuve Congo. La puissance potentielle de ce fleuve Congo, en 100 km d'un port profond de l'Atlantique, est de 46 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Ce que un seul fleuve, 46 réacteurs nucléaires, c'est énorme. C'est énorme.
Donc l'Afrique est dotée d'une abondance d'énergie renouvelable, qui ont 37% du potentiel technique mondial de production de l'hydrogène vert. Donc l'autre atout est vous autres, vous êtes là et vous voulez avancer dans la vie, c'est très clair, c'est très clair. On n'est pas comme ça chez nous, malheureusement. Donc en fait, en résumé, l'Afrique est la solution, n'est pas... On dit toujours que l'Afrique est la victime maintenant du problème climatique. Non, vous êtes la solution, c'est ça que vous êtes la solution. Et comment maintenant arriver à cette solution, comment mobiliser cette solution? C'est la mobilité entrepreneuriale, c'est ça qu'il faut. C'est le partenariat entre... C'est ça, c'est ça. Ça va créer des opportunités sans précédent. Quels sont les freins maintenant de l'échauffement ou les raisons de l'échauffement climatique? Il n'y en a pas presque jamais. Mais il faut faire de recherche, je vous invite à faire de recherche. La fabrication de l'acier, du ciment, du verre, de l'aluminium et encore quelques produits de base comme ça, eux sont à la base de 25% des émissions CO2 au niveau mondial. Imaginez-vous, l'Afrique, avec 37% de la capacité de production d'hydrogène et d'hydrogène vert, peut fabriquer ces produits sans émission d'eux. C'est ça. Et vous avez 37% de la capacité mondiale pour fabriquer l'hydrogène vert, qui peut servir à réduire 25% de l'émission CO2 partout au monde. Il y a des armateurs, de plus en plus, il y a un grand armateur belge qui est en train déjà de modifier ses bateaux pour qu'ils soient propulsés par l'hydrogène vert. Donc il veut transporter l'hydrogène vert qui s'est fabriqué ici, mais ces bateaux seront aussi propulsés par l'hydrogène vert. Il veut aussi transformer l'acier qui sera fabriqué ici. Il veut aussi transformer le ciment qui sera fabriqué, etc., etc. Toutes les matières premières de base dont on a besoin partout au monde peuvent être fabriquées ici. Peut-être pas au Sénégal, mais quand même en Afrique. Donc, cette industrialisation de base, pour les produits de base, qui consomment des produits énergivores, ça a été le cas aussi chez nous, ça a été le cas en Angleterre, ça a été le cas en Chine, ça a été le cas aux États-Unis. Quand on commence par là, et à partir de là, ça donne, c'est un catalyseur aussi pour l'industrie moderne, l'industrialisation manufacturière moderne, en agroalimentaire et en manufacturière. Donc on commence partout, on a toujours tout, dans l'histoire, partout au monde, on a commencé par les industries lourdes, soi-disant. Et maintenant on ne sait plus, c'est pas parce que les industries lourdes, par les industries lourdes de l'époque, ça consomme beaucoup, ça émet beaucoup trop de CO2, mais grâce à votre hydrogène vert, il y a moyen de le faire ici. Et en même temps aussi créer une base pour l'industrie avancée, moderne, agroalimentaire et manufacturière. Et les services associés, et tous les services associés. Numérique entre autres. Donc ça devrait permettre de créer 10 millions d'emplois formels par an et réduire la pauvreté, les idéologies extrêmes, les conflits, la migration. Oui, idéologie extrême. Oui. Il y a 2 ans, j'ai fait un tour pour interviewer 50. Oui. Il y a des entreprises maintenant en Belgique, je vous ai parlé, c'est 12 entreprises qui me demandent, de temps en temps, je fais la présélection pour eux. Donc pour quelqu'un qu'eux veulent embaucher pendant 1 an. Fatou a été une de ces personnes qui a travaillé pendant 1 an pour cette entreprise-là. Mais cette entreprise me demande de faire le tour des universités ici. Il me donne un profil de la personne qui demande, et moi j'envoie ce profil dans vos universités, et là je reçois des CV, et je viens ici pour interviewer les gens. Entre autres, il y avait une entreprise qui avait besoin de deux ingénieurs agronomes ou des agroéconomistes pour le Niger et pour le Mali. J'ai interviewé Burkina Faso, Niger et Mali. J'ai interviewé 50 agronomes. Donc c'était en février-mars 2020, juste avant Corona. De 50 personnes que j'ai interviewées, 2 personnes avaient un job.
des gens, un Master 2 en agronomie, en agroéconomie, 2% avaient un job. Pourquoi c'était les 2%? Oui. Et pourquoi les 2%? Vous avez dit que vous avez interviewé 50 personnes. Ils n'avaient pas le niveau ou ils correspondaient pas? Non. Le moment quand j'ai interviewé, j'ai senti que je vois leur CV, un stage là-bas, une petite activité là-bas, 6 mois là-bas, pour une ONG, mais pas vraiment un vrai job. Ouais. Il manquait d'expérience. Non. Malheureusement, donc de ces 50 personnes, il y en avait 48 avec un Master 2 et qui avaient 30 ans ou plus au chômage. J'ai été traité et il y en a 2 qui m'ont dit, monsieur, ils n'ont pas dit comme ça, mais indirectement j'ai senti qu'ils étaient prêts à adopter des idéologies extrêmes. Vous savez de quoi je parle. Ouais. Je m'imagine ça aussi. Donc les familles investissent dans la formation de ces jeunes, pour la sélection de quelques jeunes, une grande famille, 50 personnes. Hein. Donc, vous allez étudier, et puis ils font des études, ils parviennent à étudier, ils ont un beau diplôme, et puis rien. On ne se rend pas compte de ça chez nous. On ne se rend pas compte de ça. Donc, à la fin de ce grand sommet entre l'Europe et l'Afrique du mois de février, votre Macky Sall était le président, et toujours le président, je pense, de l'Union africaine. Hein, son dernier mot, voilà, on est ensemble là, Europe et Afrique, on est confrontés avec un problème énorme de climat. Et ensemble, on doit solutionner le problème. C'est un problème mondial, et l'Afrique à elle seule, on ne saura pas résoudre, l'Europe à elle seule ne saura pas résoudre ce problème, mais ensemble, peut-être qu'on va y arriver. C'est ce qu'il a dit. Donc il faut qu'on arrive à créer des industries manufacturières à forte création de main-d'œuvre formelle. C'est grâce à l'hydrogène vert, hein, en commençant par la fabrication des matières premières. Telles que l'acier, le ciment, etc. On ne peut pas commencer par là. Mais c'est ça qui va donner lieu aussi à la création d'une industrialisation moderne par après. Donc ça va nous permettre donc de réaliser cette déglobalisation et la chaîne courte. Ça va aider à créer la biodiversité. Donc les pompes solaires et l'irrigation permettra de créer de nouvelles terres agricoles, reboiser, combattre la désertification. C'est ici. Donc il y a deux Sénégalais aussi que j'ai interviewés à l'époque qui sont en train de faire ça, qui sont en train veulent créer des millions d'arbres bientôt, ici, quelque part au nord du Sénégal. Autre chose, la démographie. On dit toujours, d'abord, il faut que les Africains prennent la pilule. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Historiquement, c'est très clair. Une fois quand il y a une croissance économique, automatiquement, malheureusement, les hommes là, la créativité tombe. Ça ne marche plus. Il ne faut pas faire quelque chose, il ne faut pas. Hommes et femmes, ils sont fatigués. Croissance économique, on est fatigué, la démographie descend automatiquement. Il ne faut pas faire quelque chose, c'est comme ça. Maintenant l'innovation. Une fois que l'Afrique commencera à vraiment s'industrialiser, ça va nous former, nous, Europe, Amérique et Chine, d'innover réellement dans les produits plus recyclables dont le monde a besoin réellement. Ouais. Et le rôle exemplaire de l'Afrique peut être aussi suivi par les autres continents. Et ensemble aussi, si on suit le consigne de Macky Sall, il n'a pas dit ça, mais il y a des autres présidents africains qui disent, mais on est ensemble, on a suivi les mêmes écoles. On a la même école, vous autres, on s'entend. Même si vous nous avez colonisés, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais on se connaît, on se connaît. Mais pourquoi pas ensemble, on sait faire quelque chose.
Ensemble, si l'Afrique pourrait arriver à s'industrialiser, l'Europe et l'Afrique, ensemble, on fera taire Poutine. Maintenant, on ne sait pas faire. L'Europe est trop petite. On ne sait pas se combattre Xi Jinping, le Chinois. Mais ensemble, on peut le faire. S'il y a un problème au niveau géopolitique. Maintenant, l'obstacle en Europe. Parce que donc, mon rêve, c'est des partenariats industriels entre PME, européens et africains. L'obstacle. À l'issue de de ce sommet Afrique-Europe à Bruxelles, la Fédération des entreprises, où moi j'ai travaillé, mes anciens collègues, ont publié un rapport. Voilà qu'ils ont dit. Très bien qu'ils ont dit. On a vu que, c'est incroyable, on a vu que de plus en plus d'entreprises commencent à s'intéresser à l'Afrique. Mais, qu'ils ont dit. Mais, la FEB, la Fédération des entreprises belges, a souligné la nécessité dans de nombreux pays africains d'améliorer la gouvernance et le climat d'affaires et d'investissement comme prérequis à l'intensification des relations économiques et commerciales. En d'autres mots, l'entrepreneur qui dit ça, ah non, je ne vais pas investir en Afrique. Parce que notre fédération d'entreprises nous dit que c'est trop dangereux, l'Afrique n'est pas prête. J'étais fâché, j'ai été tapé sur la table quand j'ai vu ça, mais vous êtes fous, vous êtes fous. D'écrire des choses pareilles. Oui, mais il y a 54 pays. Naturellement, il y a toujours un pays où il y a un problème. Et dans les médias, paf, c'est ça qu'on montre. Mais personne, j'ai maintenant interviewé plus de 200 entrepreneurs belges, français, allemands, hollandais. S'il vous plaît, citez-moi deux pays qui sont connus dans The Economist, année après année, où il y a des institutions stables. Personne. Ça peut me répondre. Personne. Oui. Mais de temps en temps, oui, le Sénégal. Numéro 2, personne. Personne qui était à même de me dire Sénégal et Ghana, ou Sénégal et Botswana, ou Sénégal et Namibie, ou Namibie et Botswana. Ou... Personne. Personne ne sait. Personne ne savait citer 2 pays africains qui sont reconnus par The Economist comme le pays africain de ces 20, il y en a 20 comme ça, avec des institutions assez stables où ça vaut la peine d'aller investir. Personne. Et ça, c'est la faute. C'est la Fédération des entreprises. Et c'est pareil en France, c'est pareil en Hollande, c'est pareil en Allemagne. Et qui est le victime? Nous autres et vous autres. Nous autres aussi. Maintenant, quel est là quel est l'obstacle du côté africain? Et là, je comprends. Je ne comprends pas l'obstacle que j'ai détecté en Belgique et en Europe. Mais ce obstacle, je le comprends. J'ai maintenant, quand même, sur les 15 dernières années, rencontré beaucoup de PME qui existent depuis mal de temps. Quand je leur parle de ce partenariat, ce fonds, vos PME qui existent depuis 10 ans, oui, je comprends, Carl, je comprends, mais j'ai peur, parce que je serai dominé par le partenaire étranger. Et je comprends ça. C'est tout à fait compréhensible. D'avoir peur d'être dominé par le partenaire étranger, je comprends. Ce que je comprends moins, c'est parce que j'entends d'autres réactions aussi pour pas le faire. Hein, il y a pas mal de... Attention, je connais bien ici à Dakar, qui connaît l'optique, la fédération optique. La fédération optique. Optique, oui, c'est des professionnels d'éthique. Ouais. Des professionnels, organisation des professionnels d'éthique. Je les connais depuis 15 ans maintenant. Je connais bien les gens. Antoine Gomme est le président. Et je connais d'autres. Antoine Gomme, il s'appelle. Et même fait partie aussi du conseil d'administration du Conseil national du patronat. Quand je leur parle de ça, Karel, Antoine me dit, Karel, on t'aime beaucoup avec tes rêves de partenariat, l'entreprise en réseau. Mais tu n'y comprends pas, tu n'y comprends rien de la mentalité de l'entrepreneur africain. Et il veut tout garder pour lui. Jamais il va partager un rêve avec quelqu'un d'autre. Il faut changer. Il faut changer. Ce que Antoine Gomme et les autres de l'optique
et du CMP ne savent pas. Mais ils disent, oui, peut-être que chez vous c'est différent. On peut s'imaginer que la PME belge européenne est plus ouverte pour les partenariats. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a 10 ans, nous autres aussi chez nous, on ne voulait pas. Jusqu'au moment donné qu'on a vu, ah non, ça va plus, il faut partager avec les autres. Il faut oser partager un rêve avec des partenaires. Il faut oser, rien à faire, on n'a pas le choix. Marc, de chaîne de valeur, M. Carrel, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le mot partenariat, chaîne de valeur, jamais entendu parler. Ou des autres encore, ah non, on est le plus fort. On a besoin de personne. L'Afrique va dominer bientôt le monde. On a envoyé les premières personnes en orbite, etc. On n'a plus besoin de personne. Peut-être. Un autre obstacle quand même que je vois, c'est quand même maintenant, j'ai fait le tour de 7 pays. Ici, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal. Ce sont les pays les plus importants que j'ai fait le tour. Et partout, j'ai quand même, le dimanche midi, les buffets dans les thérapies, etc. Les voitures, il y a du pognon ici, il y a du pognon ici. Les bois-balles, il y a du pognon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent uniquement dans le commerce et l'immobilier, pas dans l'économie productive, malheureusement. Il faut arriver à cette classe supérieure, financière, les rendre. Il va aussi commencer à investir dans une économie productive, pas uniquement dans l'immobilier et le commerce. Bon. Une diatribe très délicate. Celle-ci est très délicate. C'est surtout, je m'adresse à vous maintenant. Ceci est à vous. Attention. Suite, donc la Banque africaine de développement a organisé en décembre 2021 une grande conférence où ils avaient invité la prix Nobel, une dame, prix Nobel de l'économie de 2019, qui a fait une étude au niveau mondial sur le succès ou non des micro-PME, nano-PME, des start-up. C'est négatif. We are kidding ourselves if we think that these tiny businesses can pave the way for a mass exit from poverty, qu'elle a dit. Donc c'est une conférence organisée par la Banque africaine de développement. Je dis oui, tous ces accompagnements qu'on fait dans les pépinières d'entreprises de vie, ça aide à continuer la survie de ces PME, de ces startups pendant une certaine période. C'est bon qu'elle dit. Mais ça n'aide pas réellement à créer des emplois massivement pour endiguer la pauvreté. Donc, quand je dis ça, ma conclusion est qu'il faut passer par les partenariats. Et c'est là qu'on va réellement apprendre. Donc, l'entrepreneuriat moderne qui est très complexe. Donc, pas toutes les PME doivent faire ça, mais je parle de 5 ou de 10% de PME qui devraient vraiment être à base d'un produit qui peut se vendre à l'international. Et là, c'est quelque chose de très complexe. Et ça, on apprend ça uniquement en faisant, dans une chaîne de valeur internationale. Pas dans une pépinière d'entreprise, pas par les accompagnements. C'est ce qu'elle dit. Ça ne fait que prolonger. Donc c'est délicat ce que je dis. C'est délicat devant vous. C'est délicat. Mais quand même, n'oublions pas quand même les atouts que vous avez. Votre dividende démographique. Donc en 2035, l'Afrique comptera le même nombre de jeunes hautement qualifiés dans la force de l'âge, c'est ce qui est important, que la Chine. C'est énorme. Vous avez des énergies éternellement renouvelables, l'hydrogène vert que vous savez fabriquer, c'est unique. Le Z-Plaf qui est en train de se créer, c'est unique, le plus grand libre marché continental, partout au monde, partout au monde. Je vais vous envoyer le slide. Aucun problème. Vous l'avez déjà.
Donc vous êtes tous déjà connectés, vous avez tous votre smartphone, vous êtes connectés. Et donc maintenant il faut avoir la bande passante, mais il faut. Mais ça va venir, ça va venir. Une fois quand il y a des entreprises, il y aura des investissements encore pour augmenter le débit, hein, parce qu'il faut le haut débit. Mais ça va venir. Dans les zoning industrielles, il y aura le haut débit qui sera là. Et puis il y a des ressources financières privées énormes ici. Énormes, sont là. Et vous avez sur les 54 pays, il y a une vingtaine de pays avec qui ont des démocraties émergentes, des institutions stables où ça vaut la peine, sans trop de danger. Entreprendre, ça prend toujours un risque. Partout. Aussi en Belgique. Et aussi dans ces 20 pays stables. Oui. Important aussi, donc le remède. J'ai énuméré les obstacles, maintenant les remèdes. D'abord, changement des mentalités chez nous, d'abord, et aussi ici. Mais puis quand même, il faut la masse critique. Je vais parler de ça. Le mot, est-ce que ça dit quelque chose? C'est la députée, le mot c'est les députés, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça se trouve dans le Larousse. La CLDP, c'est la députée, veut dire qu'on trouve quelque chose d'utile qu'on ne cherche pas. Quand il y a la masse critique. S'il y aurait, donc, pour le Sénégal, prenons le cas maintenant, 200 partenariats de PME industrielles sénégalaises qui cherchent des partenaires en étranger, ils vont trouver sur un nouveau produit. Ils vont tomber sur quelque chose auquel aucun des deux a pensé. Mais les compétences combinées de ces deux-là, de deux cultures différentes, de deux marchés différents, vont créer un nouveau produit. Ça, c'est la CLDP. Ah tiens, c'est important ça. C'est comme ça que Microsoft a commencé. C'est comme ça que Viagra a été inventé. C'est comme ça que les nylons a été inventé. C'est comme ça que la radiologie a été inventée. On ne cherchait pas. Tout d'un coup, on tombe sur quelque chose de très utile dont le monde a besoin. Donc pour ça, il faut la masse critique. Maintenant, le grand cabinet de consultance française. Ils disent non, il faut se concentrer sur des secteurs prometteurs. Et là, il faut investir dedans. Il faut aller très large. Il faut aller très large par un grand nombre d'individus, de PME, qui font des partenariats et qui vont trouver quelque chose. Des nouveaux secteurs. Ou peut-être quand même un secteur où ils sont actifs. Bon, 4 phases que je propose pour vraiment industrialiser l'Afrique. Première phase, le changement des mentalités. Grand public, hein, pas d'un an. En Europe, je veux organiser des soirées débats partout, en Europe, partout, avec cette affiche-là. L'Europe n'est pas celle que vous croyez. Un monsieur que Fatou connaît bien, aussi un monsieur qui a travaillé pendant 1 an en Belgique, qui est de retour ici à Dakar, dans la faille, ingénieur en génie électromécanique de pièces aussi, qui a travaillé chez Siemens pendant 1 an en automatisation industrielle, en l'issue de ces 12 mois, juste avant de revenir chez moi, où moi j'habite, en Belgique, à l'hôtel de ville de ma ville. Je l'ai invité de s'adresser à la population, à tous les gens. Il a dit voilà, j'ai maintenant travaillé pendant 1 an, je suis sénégalais, j'ai travaillé pendant 1 an pour Siemens, et Siemens vient de me demander de rentrer à Dakar, où j'aurai des responsabilités pour la maintenance et les installations en automatisation industrielle avancée. Vous êtes quelqu'un de bien, hein, Siemens, il a confiance en vous pour faire ça. Mais monsieur, dites-moi, mais vous êtes sénégalais, mais vous avez certainement étudié à Lyon, non? Ou à Paris? Non, à Thiès, qu'il a dit. C'est ça qu'il a voulu dire. Vous avez compris? C'est à ça que j'ai voulu arriver. Que les gens se rendent compte, il y a des universités, il y a des écoles politiques qui veulent l'Afrique.
C'est ça, on doit arriver à ça. C'est ça qu'il veut multiplier. Maintenant, et s'il vous plaît, aussi, ici en Afrique, il faut aussi changer la mentalité. J'espère que ce n'est plus tellement le cas. Mes amis de nos petites, non, car jamais on va partager le rêve avec un autre, s'il vous plaît. Il faut organiser des soirées débats ici aussi, pour motiver vous autres, vos PME, d'oser partager des rêves avec des partenaires. Naturellement, ça doit devenir un partenariat gagnant-gagnant. Hein. L'un ne peut pas déterminer l'autre. En fait, ça c'est mon rêve à moi. Moi j'aimerais une fois pour vous autres, parce que j'ai eu le même problème en Belgique avec nos PME, en non car jamais on va partager des rêves avec les autres. Et j'ai écrit une petite brochure là-dessus. Je vais vous envoyer cette brochure. Comment faire la sélection et comment réussir le partenariat. Ça serait bien ça. Et j'aimerais faire ça, discuter de cette brochure avec un nombre limité de vous autres. Mais c'est à ces 5 Sénégalais qui devraient faire le tour du Sénégal. Pas moi, hein, eux. Parce que c'est une brochure que j'ai écrite il y a 12 ans. Elle doit être actualisée avec des exemples d'aujourd'hui. Ce doit être des exemples africains qui sont facilement à comprendre par la PME, par l'industriel africain d'aujourd'hui. Donc phase 2, c'est donc il y a des milliers de PME africaines, pas de start-up nécessaire, qui prennent l'initiative de solliciter des partenariats avec des homologues à l'international. Donc eux-mêmes, vous-même, le faire. Cherchez sur le web, vous êtes actif dans un domaine, quelque part, vous cherchez sur le web des homologues en Europe, en Chine, en Amérique du Sud, n'importe, en Corée, n'importe où. Mais moi je connais le marché ici. Je cherche un partenariat avec lui. Ça doit commencer par... Donc quand on échange avec ce partenaire potentiel, le partenaire potentiel européen que je connais le mieux maintenant, mais il voudra éventuellement mocher dedans, tiens, mais il va investir dans un billet d'avion pour venir ici, pour venir voir, est-ce que cet atelier existe réellement? Est-ce qu'il fabrique réellement des produits de machines pour l'agriculture, etc., agroalimentaire? Est-ce que ça existe réellement? Entre parenthèses, mon billet d'avion pour ici maintenant m'a coûté 350 €, c'était tout. C'est tout. Oui. C'est pas... Et vice-versa, je recommande aussi que le partenaire potentiel africain aussi investisse dans un billet d'avion pour aller voir, regarder, faire connaissance avec le partenaire potentiel européen ou chinois, ou n'importe où. Visiter ses ateliers, visiter sa clientèle, comment est-ce que ces produits sont vendus et installés et maintenus. Peut-être que dans une première phase, le partenaire africain jouera uniquement le rôle d'antenne commerciale pour le partenaire étranger. Mais c'est dans l'avantage du partenaire étranger que son matériel est bien vendu, est bien installé, est bien maintenu ici et va former les personnes. C'est déjà un transfert de savoir-faire technologique et commercial vers ici. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je m'imagine que après 2-3 ans de travail comme ça fonctionne. Mais toujours, quand même, c'est un produit européen. Mais le partenaire africain connaît le marché, fait l'installation, la maintenance. Les gens sont formés chez nous. Et non seulement ça, comme sont non seulement formés sur le matériel même, mais sur comment est-ce que le matériel est utilisé. Quelle est la clientèle. Quand ils font du business ensemble, mais c'est là, le partenaire africain apprendra le métier vraiment du commerce international. Quand ils font du business ensemble pendant quelques temps, peut-être qu'ils vont tomber sur un nouveau produit qui va correspondre aux vrais besoins de ce tout grand marché africain ouvert là.
basé sur la connaissance des partenaires africains, qui connaît le marché africain, basé peut-être sur des technologies de chez nous ou étrangers. Mais un produit qui sera fabriqué ici. C'est ça qu'il faut par après. En fait, c'est ce que ça a été mon expérience chez Hewlett-Packard. Les Américains, à un moment donné, m'ont demandé de partir en Allemagne dans l'usine. Karel, vous, vos collègues, vous avez certainement des idées pour des produits pour l'Europe. Vous connaissez mieux le marché européen que nous autres, que les Américains. Et vous faites donc, et on a investi, j'ai eu 35 ingénieurs allemands avec quelques collègues européens qui sont le product manager, ça s'appelle un product manager pour cette nouvelle ligne qu'on a construite là-bas. Mais on sentait aussi très bien, mais ce produit va se vendre chez eux aussi. Ce produit s'est bien vendu à l'Amérique aussi par après. Donc, soi-disant pour le marché européen, a été fabriqué en Allemagne pour le marché européen, mais a dû transférer des lignes de production aussi par après aux États-Unis. Donc, dans cette phase-là, donc deux partenaires qui s'y connaissent, qui ont pignon sur rue, qui ont une comptabilité, qui ont documenté, qui travaillent dans le formel, leur projet, nouveau projet, deviendra un projet bancable, comme on dit. Le monde financier va investir là-dedans. Il y a des gens qui se connaissent, qui ont réalisé quelque chose. Si eux s'adressent à leur banque ou le monde financier en général, le monde financier va dire, ah tiens, il y a cet Européen-là, ce Sénégalais-là, ensemble, ils ont déjà réalisé des choses là. Ils ont un nouveau produit pour ce tout grand marché africain ici, qui sera fabriqué ici. On fonce. Dans une première phase, il ne faut presque pas d'investissement. Dans le partenariat commercial, là, il ne faut presque pas d'investissement. Très peu. Ce n'est pas terminé. Si ça se fait donc, le moment qu'on commence aussi à fabriquer des produits ici, pour ce tout grand marché africain, à ce moment-là aussi, les géants vont. Tiens, qu'est-ce qui se passe là en Afrique? Les géants de l'informatique vont venir ici. Les géants de l'industrie vont réellement venir ici. De l'agroalimentaire. Ah tiens, il y a un marché qui est en train de se créer là pour nos produits. Quand eux viennent investir, c'est directement pour des milliers d'emplois. Directement, oui. Et ces gens-là, ces grands investisseurs, ne cherchent pas nécessairement le salaire trop plus bas. Non? Ils cherchent les compétences. Ils cherchent les compétences. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce que Hewlett-Packard est venu aussi chercher chez moi et mes collègues à nous. Ce n'est pas notre salaire. On avait un salaire normal, un bon salaire, mais ils cherchaient nos compétences. Ouais. Et c'est ça, ils vont chercher les compétences ici. Autre chose, quand j'ai commencé à travailler chez HP, moi je suis resté chez Hewlett-Packard tout le temps, mais 5 ans après, j'avais commencé, en 68 j'ai commencé à travailler. 68. 5 ans après, il y en a 2 qui ont quitté, qui sont installés à leur propre compte. Et ça va se passer ici aussi. Donc en fait, le Talafay, est-ce qu'il s'est déjà installé maintenant? Oui. Ils vont quitter la grande société, ils vont créer leur propre société. Mais n'importe. Donc, 2 de mes collègues, HP aujourd'hui à Bruxelles, a encore quelques 1000 personnes, mais les anciens collègues à moi qui ont quitté HP après 5 ans, avoir appris le métier, vraiment, de l'entrepreneuriat, un d'eux a 2000 personnes, l'autre a 3000 personnes. C'est ça aussi. Il faut les deux. Il faut des partenariats PME, et il faut des grands investisseurs. Il faut les deux. Il faut tout. Et ces grands investisseurs, il y a certainement des cadres qui vont par après s'installer à leur propre compte aussi, qui vont créer encore. Mais toujours, tout le monde aura appris le métier de l'entrepreneuriat moderne. Et ça ne s'apprend pas à l'université. Ça ne s'apprend pas dans les pépinières d'entreprise. C'est uniquement dans la pratique que ça s'apprend. Il faut l'avoir vécu. Donc ça a été documenté aussi, j'ai trouvé, l'on le dit.
Oui, lundi après-midi, entre parenthèses, devant le directeur général, on nous dit, ici à Dakar, je le vois, mais c'est ce qu'eux disent, comment les pays gravissent l'échelle du développement. La réponse ne réside pas dans la création de nouvelles connaissances, mais dans l'adoption de connaissances issues de l'étranger. C'est pas l'adoption, c'est le métissage. C'est ça le futur, le métissage d'idées. C'est ça le futur, la création. Mais voilà, ma conclusion. Il faut, à l'ère dans une multicrise, il y a le climat, il y a M. Poutine, il y a la Chine, il y a... c'est pareil. Donc il faut passer à une déglobalisation de la production pour transformer localement des matières premières basées sur la globalisation du savoir-faire industriel. Ouais. Il faut transformer plus de matières locales, matières premières locales, dans la chaîne courte. Il faut faire appel à des énergies renouvelables. Et l'Afrique a cette énergie renouvelable énorme, qui est le soleil et l'hydroélectricité, mais l'hydrogène vert. Ça peut réconcilier le progrès social et économique africain, peut prévenir des apocalypses climatiques, militaires, pandémiques, éviter les éruptions des révolutions, peut même arriver à relancer notre économie. Nous autres, on a besoin de votre pouvoir d'achat. On ne se rend pas compte de ça. Le marché européen est saturé. On a besoin de nouveaux marchés, pouvoir d'achat, mais c'est à nous aussi de vous aider à créer un pouvoir d'achat ici. Il faut oser, nous autres, on doit oser transférer ici nos industries énergivores pour commencer. Transférer ça ici. Tout notre acier, notre ciment, tout ça. Nos verres, aluminium, tout ici. Donc, mais surtout, à court terme, il faut arriver à ce changement de mentalité. Aussi bien chez nous, certainement chez nous, mais aussi moi aussi, mais surtout chez nous. Enfin, d'arriver qu'il y a 5, c'est un nombre comme ça, 5% ou 10% de vos PME qui cherchent, qui parviennent à créer un partenariat gagnant-gagnant avec un homologue étranger. Et c'est eux qui vont créer les 10 millions d'emplois par an, ou les 130 000 emplois décents, M. Président. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De mes observations, ce qui a appris aussi de vos autorités, mais aussi mes observations, combinées, qui sont des observations, mais c'est à vous d'en prendre des idées ou non. C'est pas mal de dire, il faut faire ça. Des observations, des idées que je lance. Déjà, moi, je vais beaucoup plus m'accentuer sur la chaîne de valeur. Parce que déjà, c'est un point très essentiel pour nos entreprises. Donc, très complexe aussi, je dirais bien, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment les différentes phases, surtout moi qui est dans le domaine de la logistique. Donc, je maîtrise un peu comment ça se passe avec ce qu'on appelle le supply chain management. Donc voilà, la chaîne d'approvisionnement, déjà seulement avec la logistique, c'est aussi une autre chaîne assez large. Donc, y compris déjà la production, le développement et surtout le transport, comme vous l'avez si bien dit, avec le conditionnement qui est très essentiel avec nos produits là, les matières premières et tout. Donc, il va falloir qu'on essaie de revoir un peu la mentalité, essayer de voir comment s'adapter exactement avec le climat qui est là et aussi comment essayer de réduire le coût de déplacement. Ça va nous permettre d'avoir des produits de très bonne qualité, mais aussi créer beaucoup de liens avec le monde extérieur, je dirais bien, avec les Africains. En tout cas, moi je dis bien qu'il va falloir qu'on mette l'accent sur cette chaîne de valeur, déjà pour un premier point, et ensuite essayer de contribuer au changement de mentalité des Africains.
de réformer le secteur primaire, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage ou bien de la pêche artisanale, pour ainsi accroître la production. Voilà, et ainsi changer les méthodes un peu archaïques qui existent à travers tout ce qui est l'informatique, l'IoT, etc. Voilà, c'est ça. Merci. Et c'est une compétition qui a pour objectif de promouvoir l'anglais, parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui il faut parler anglais pour mieux s'ouvrir au monde. Et ensuite l'entrepreneuriat. Et nous incitons les jeunes à développer un esprit critique, parce que nous sommes convaincus aussi qu'il faut vraiment avoir un esprit critique pour pouvoir avancer dans les recherches. Donc c'est ça à peu près le programme. Et je travaille avec le monsieur Demba Kamara qui est là, c'est lui qui m'a invité. Et c'est un honneur aujourd'hui d'être là. Je suis là pour la connaissance, parce que je suis zélé de connaissances. J'aime ça, j'aime faire des recherches. Et puis je suis là pour partager. Et puis voilà. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Donc je suis actuellement aussi, je travaille aussi dans une entreprise en tant que responsable des études. Donc j'ai eu mon expérience avec Karel, comme il l'avait raconté. C'était en 2018-2019. Donc c'était dans le cadre de son programme Migration circulaire, où il y avait une entreprise belge qui cherchait des jeunes cadres qui sont diplômés pour les amener en immersion en Europe, puis après les ramener ici pour qu'ils continuent leurs activités. Donc on a fait beaucoup d'étapes de présélection, il y avait les CV à envoyer, les entretiens, on en a fait 3 ou 4 je pense. Donc au final j'ai été retenue pour partir là-bas, donc ce qui a été fait pendant une année. Et c'était très enrichissant, comme je viens de le dire, parce que ça participe à la collaboration entre les deux continents déjà. Et puis aussi, c'est un transfert de compétences aussi, comme il vient de le dire. Et ça participe aussi à créer des contacts vers l'extérieur, à avoir des liens, à voir ce qui se passe ailleurs. Parce que des fois, quand on est trop occupé au pays, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On voit que ce qu'on nous donne à la télé, ce que les gens disent, mais la réalité, il faut aller la vivre d'abord pour savoir ce qui se passe réellement. Donc c'était ça. Moi j'ai été là-bas en tant qu'ingénieur pour les appels d'offres. On travaille beaucoup sur des projets d'assainissement en Afrique et d'approvisionnement en eau potable. Donc on faisait les études, puis après on devait venir les déposer. Donc, à plusieurs reprises, j'ai quitté la Belgique pour venir ici pour déposer des dossiers d'études. Aussi au Niger, au Mali, dans beaucoup de pays de l'Afrique, parce que c'était les appels d'offres francophones. Donc c'était ça, c'était très riche et puis il y a beaucoup d'interactions entre collègues, entre cultures différentes. Puis après, à l'issue des années, quand on a fini la période, j'ai dû revenir parce que ça faisait partie aussi du contrat, que la personne devait impérativement revenir pour continuer ses activités. Donc, je suis revenue aussi, mais j'ai continué les mêmes activités. Donc, je fais les mêmes choses que je faisais là-bas, mais avec d'autres aussi entreprises, parce que quand des PME européens pour leur faire face de la vraie face de l'Afrique. Comment faire pour passer l'information? Vous avez dit qu'il manquait d'informations sur la raison pour laquelle il ne voulait pas venir ici pour investir. Comment faire pour parvenir pour l'information qu'en Afrique ici il y a des jeunes talentueux qui sont compétents? J'aimerais organiser donc partout, dans les hôtels de ville, partout en Belgique. Avec l'aide, j'ai maintenant un nouveau contact avec quelqu'un de la diaspora aussi. Que eux aussi, donc la diaspora africaine, en Belgique, ils ont des contacts locaux, avec les maires locaux, hein, et on va essayer avec eux d'organiser ça. Pourtant, quand même, attention, vous n'étiez pas là, avec 2 autres personnes, j'étais là, où j'ai organisé une séance spéciale pour la diaspora africaine à Bruxelles. C'était une ingénieure, tu la connais, Toudé, du Mali, et un ingénieur en génie civil aussi de Abidjan. Je les amène dans un resto, salle de conférence à Bruxelles, connu par la diaspora africaine.
et je donne une introduction sur l'Afrique et sur mon programme de migration circulaire pour des jeunes africains, jeunes professionnels africains qui venaient pendant 1 an en Belgique, etc. Avec les témoignages de ces deux-là, avec Toudé, une Malienne, et aussi Joël, un Ivoirien. Directement après, monsieur, c'est très bien ça, donc la diaspora, hein, à Bruxelles, c'est bien ça, mais pourquoi ces deux-là? Pourquoi pas ma fille, mon fils? Parce que Toudé, à la fin, a commencé à faire naturellement. En fait, mes deux migrants circulaires étaient en fait attaqués là, hein, parce qu'eux avaient été élus, hein, et pourquoi pas les enfants de la diaspora. Mais Toudé a quand même pris le micro. Monsieur, s'il vous plaît, votre fille, quelle formation est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est ingénieure? Personne. Les entreprises, naturellement, surtout bien des ingénieurs, des économistes ou des agronomes, hein, ce sont les 3 profils qu'on demande. Mais personne de toutes les personnes qui étaient dans la salle là, réunies, leurs enfants étaient tous des social, politique ou marketing, mais personne réellement. Malheureusement. Donc, mais j'ai quand même maintenant trouvé des autres contacts avec la diaspora qui vont vraiment essayer aussi de faire la promotion pour changer cette mentalité sud-africaine. Parce qu'il faut, c'est à notre avantage. Malheureusement, il y a le problème, non seulement que vous avez vu là, donc à l'issue de la grande conférence Afrique-Europe qui a eu lieu, de la Fédération des entreprises, mais en plus, il y a les ONG qui sont là. Tout le temps, il faut aider ces pauvres malheureux, hein, avec des photos d'un enfant mal nourri, etc. Ah, il faut aider, il faut donner. Mais ça ne fait que renforcer cette idée misérabiliste de l'Afrique. Ça évite aussi que quelqu'un va investir ici. Il va, oui, Karel, quand je leur dis, mais Karel, non, j'aime beaucoup l'Afrique, vous savez, parce que je donne aux ONG. Il ne va pas investir. Il ne va pas accepter un partenariat. C'est pas. Et il y a un autre prof, j'ai son témoignage aussi. Je vais vous en. Un Guinéen, mais qui enseigne maintenant en Afrique du Sud, qui a toujours pris comme son introduction lors de ces grandes conférences entre l'Afrique et l'Europe, c'est lui, un certain Carlos Lopez. On lui demande aussi de donner l'introduction. Lui, il a écrit quelque chose là-dessus. Il dit, voilà, les ONG étaient très sévères sur les ONG. Ils ne veulent que continuer leur existence. C'est tout ce qu'ils cherchent. Voilà, donc moi c'est Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'entreprise de production. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la transformation des produits locaux. Et là aussi, je travaille avec mes copies là, nous sommes les fondateurs de l'entreprise MT Agency. Je pense que Demba l'a déjà présenté. Et merci beaucoup, M. Karel, pour cette belle présentation. C'était aussi constructif. Et je pense que, comme vous l'avez dit, côté mentalité, on va essayer de voir sur ça, essayer de changer de mentalité, parce que c'est très important. Et vous avez tantôt aussi souligné aussi la BAD aussi. Moi, je pense que on n'entend pas que la BAD développe l'Afrique. Mais nous sommes là en tant que jeunes leaders, jeunes entrepreneurs. Nous pouvons participer au quotidien au changement de notre pays, de notre continent, parce que c'est possible. Parce que vous voyez, tous ces jeunes-là, ils ont des bons projets. C'est des projets trop créatifs en fait. Donc du coup, je pense que le fait de venir partager votre expérience, essayer de changer de mentalité, de trouver des partenaires européens, ça va permettre de pouvoir gagner une certaine marché au niveau international même. Et vraiment, c'est à saluer. Donc, on va vraiment s'appeler. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à mon cher Abdul Aziz. Vraiment, nous vous remercions pour l'idée que vous avez et aussi l'idée de réseautage que vous avez. Parce que tout ça, c'est le networking qu'il a amené aujourd'hui, qu'il a mis en place. Et merci beaucoup à M. Karel aussi d'avoir pris énormément de temps
pour partager avec nous de ses expériences. Merci beaucoup encore une fois. J'ai bien entendu et compris même votre présentation. Vous avez parlé de partenariat. Moi, je pense bien que depuis 1960, l'Afrique ou bien même le Sénégal reçoit des partenaires. Et quel genre de partenaires? La Chine s'est développée avec des partenaires. Mais quel genre de partenaires? M. Karel l'a si bien dit tout à l'heure, mais des partenaires qui viennent pour rester, en même temps faire ce qu'on appelle transfert de compétences. Nous, l'Afrique, nous avons besoin de quel genre de compétences? De quel genre de partenaires? Mais des partenaires qui viennent rester avec nous, faire ce qu'on appelle ce transfert de compétences. Parce que nous avons ça. C'est pas le transfert d'expérience. D'expérience. Super. C'est pas nécessairement compétence, c'est expérience. La pratique de quelque chose. Super, super. Merci beaucoup pour la précision. Donc, on a besoin de ça. La jeunesse est là. Il l'a dit tout à l'heure. Nous avons la jeunesse. Et je dis toujours, l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Mais quelle jeunesse? Jeunesse consciente, ambitieuse et courageuse. Comme nous, comme on le fait. Et je suis convaincu, M. Karel, que d'ici 2 ans, même c'est trop, 2 ans, d'ici 1 an, si vous revenez encore ici au Sénégal ou bien en Afrique, vous allez trouver notre visage de l'Afrique. Parce que ces jeunes-là que je suis en train de voir, que ces jeunes-là que je suis en train de collaborer, ce sont des jeunes ambitieux et des jeunes futuristes. Et créatifs. Ça, je suis convaincu. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, nous avons créé une entreprise, MT Agency. L'objectif, c'est quoi? C'est aller à la rencontre de la jeunesse. Et dernièrement, l'entreprise n'a même pas fait 1 mois lorsqu'on l'a mis en place. Mais on est allé à la rencontre de la jeunesse de Dionewar, qui se trouve dans les îles du Saloum. Mais on a vu des jeunes qui ont un tel potentiel, engagement et dévouement. Et ce sont des jeunes qui ont quitté leur village pour venir ici à Dakar. Pour faire quoi? Pour apprendre et retourner dans leur village. Mais ils n'ont pas ça, l'information. Comme l'a si bien dit tout à l'heure Ibrahima, il a dit l'information. Nous n'avons pas assez d'informations. Oui, d'une part, je vais dire on n'a pas assez d'informations. Mais on a l'information. Mais la bonne information. Les télévisions et tous les médias, l'information qu'ils nous donnent, ce n'est pas l'information en temps réel. Ce n'est pas l'information que nous, jeunes Africains, avons besoin. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Aller à la rencontre de l'information. En fait, une bonne information, même je vais dire. À la rencontre d'une bonne information. Après la rencontre de cette bonne information, qu'est-ce que nous devons faire? La transformation de cette information et l'utilisation de cette bonne information à bon escient. C'est ça dont nous avons besoin, nous jeunes Africains. Et il a dit encore, nos chefs d'État, nos représentants, ils défendent toujours leur localité. Mais nous, jeunes Africains, nous devons défendre l'Afrique d'une manière générale. C'est ça. Car on parle de l'Union européenne, on parle de l'Union européenne. Mais pourquoi pas Union africaine en tant que telle? En vrai dire, je vais dire, tout un chacun, ma soeur, lorsqu'elle était en Belgique, elle défend l'Afrique, mais pas le Sénégal tout simplement. Moi personnellement, quand je sors du Sénégal, je défends l'image de l'Afrique d'une manière générale. Pour terminer, M. Karel, merci beaucoup. Et nous souhaitons vraiment organiser cela d'une manière très vaste pour faire bénéficier ces genres d'informations à tant d'autres jeunes. Je suis sûr et certain qu'il y a tant d'autres jeunes qui attendent ces genres d'informations et qui sont plus performants que moi. Merci beaucoup. J'ai confiance qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va changer. Et peut-être ça va quand même prendre 2 ans, mais pas plus. Pas plus. Il faut y aller maintenant, oui. Mais il faut y aller largement, c'est ce que vous avez dit. Il faut changer la mentalité de beaucoup de personnes. Beaucoup. Chez nous et ici, des 2 côtés. Des 2 côtés. Allez, bonne continuation. Un grand merci ici pour mon ami ici. Bonjour, j'étais réellement impressionné par l'intérêt que tout le monde a porté vers ces idées, parfois, je pense, provocateurs. Mais vraiment, je suis convaincu maintenant, vous m'avez convaincu
qu'ici en Afrique, il existe une jeunesse qui veut réellement avancer dans la vie. Une jeunesse qui comprend ce qui se passe dans le monde entier, qui comprend qu'il faudra se différencier contre les autres, mais qui comprend aussi que vous avez des opportunités uniques ici en Afrique pour vous différencier des autres, mais en même temps créer un partenariat, en créant ce réseautage, en créant des partenariats avec des autres, afin de métisser des idées, des expériences de tout le monde, où tout le monde pourra en bénéficier de vos idées ou des idées aussi qu'on a vues autre part. Encore beaucoup de succès. Le futur est vraiment à l'Afrique.